Les nervures d'une feuille et les nervures d'une main humaine se ressemblent et même la texture y est. Fotem meu tapel, fills de feuilles, filhos das folhas, sons of the leaves, hijos de las hojas. Fotem meu tapel, filhos das folhas, filhos de feuilles, sons of the leaves, hijos de las hojas. Bon, écoutez, je suis un vieux lavanderos qui ramasse de la lavande fine sur des sites sauvages depuis bientôt 30 ans. Moi, ben, je suis fils unique, fils de paysan. Mon père était né à Brette. Ma mère aussi. Et pendant la guerre, ma mère était seule pendant 5 ans. Donc de 5 à 10 ans, je vivais avec ma mère qui faisait tous les travaux de paysan, quoi. Elle labourait avec les chevaux, elle ramassait les récoltes, elle coupait les lavandes. Et puis, ma foi, moi j'ai vécu à Brette, je voulais y mourir. Je suis arrivé dans la Drôme en 79-80. J'avais un très très bon ami paysan ici, monsieur François Sauvebois, qui est décédé depuis, malheureusement. Et c'est lui qui m'a appris les 3/4 de ce que je sais sur la lavande, du travail de la lavande, parce que lui il était natif d'ici, donc de Volvance, Saint-Nazaire-le-Désert, Chalencon. Et c'est quelqu'un qui était un puits de science au niveau de plein de choses agricoles, rurales, et qui m'a permis de rencontrer ces lieux magiques, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est quand même des lieux vierges de tout être humain. Donc voilà, c'est important. Et c'est des travaux qu'eux faisaient tout petits, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les tracteurs et tout le cirque de maintenant, toutes les facilités matérielles, agricoles, disons, et des machines surtout. Donc suite à ça, on a recommencé avec lui à couper, et on n'a jamais arrêté. De la lavande fine, sauvage, sur des territoires complètement vierges, à part bien sûr les bêtes qui sont en estive. Ça devait être le berger, moi je l'ai pas connu. Il s'était suicidé finalement. Il avait eu un chagrin d'amour, il a pris le fusil, il est descendu là-bas sur le rocher de Brettevieille. C'est dommage qu'on n'en voit pas plus grand. C'était lunaire à l'époque. Ouais. Ça. Il y avait à tout près 1000 mètres dans la boîte. Mais là, il n'y avait vraiment rien comme végétation. Quoi. Il y avait 3 pins qui se couvraient après. Il n'y avait pas le parc encore, hein, la bergerie. Parce que là, normalement, on est vers la bergerie. Là. C'est vrai. La lavande, ça a bien changé, ça aussi. Il y en a beaucoup moins maintenant, Il y en a beaucoup moins. malheureusement. Il faudrait exploiter que la sauvage. Voilà. Ce serait plus naturel. Oui, mais quand même, elle dépérit depuis les années 2000. Ça Même les sauvages. Ouais, ouais.
Il n'y a pas le... Et encore, heureusement qu'elle survit grâce aux brebis. Oui, Il n'y aurait parce pas qu'elle les nettoie. brebis. Bah oui. Et elle nettoie autour. Sinon, il n'y aurait plus rien. Si ça ne se renouvelle pas, c'est dû, comme je disais tout à l'heure, au pâturage. Ouais. Parce que les bêtes broutent, et avec les pattes, elles enterrent la graine. Au moment où elle tombe, c'est là d'ailleurs qu'il faut le faire. Et ça fait des nouvelles plantes. Sinon, elles tombent dans de l'herbe comme là, ça ne sort pas, quoi. Et surtout sur la montagne, il y avait des lavandes autour des tas de pierres, surtout là. Parce qu'il n'y avait pas la concurrence de l'herbe sous les pierres. J'arrivais là, avec mon chien, mon fusil. Et le soir, il fallait redescendre, bien sûr. Mais on avait 20 ans. Mon père, il me dit, il coupait de la lavande partout, là. Partout. Même ça ne me ferait pas de peine d'en couper encore. Pas beaucoup peut-être, mais... Je pense que même à mon âge, j'en cueillerais plus que les jeunes de maintenant. Je m'appelle Ben, j'ai 30 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans la Drôme et c'est ma première année aux lavandes. J'en ai déjà coupé, mais ouais, c'est la première fois que je suis au camp de base. Je m'appelle Maria, je suis viticultrice à Vinsobres. J'ai une exploitation de 8 hectares de vignes en bio et je fais la lavande déjà pour mon plaisir et pour ensuite aimer, il faut être dans la nature. C'est un peu dur, c'est un peu sauvage, mais c'est un grand plaisir. La lavande, on la met dans des saquettes, c'est des poches comme un peu un kangourou, hein, qu'on a fabriqué manuellement. Et ensuite, nous le transportons jusqu'au Bora pour ne pas avoir une trop lourde charge sur nous. J'étais pas sensible à ce truc-là avant, et du coup j'ai rencontré des gens qui m'ont sensibilisé aux plantes. Et du coup je trouve ça vraiment agréable en fait de vivre avec la nature autour de soi et d'en prendre conscience. Des bienfaits que ça apporte et puis de pouvoir les reconnaître
de repérer un plant, comment il est fait, savoir le tailler. Ouais, je sais pas, c'est de la poésie quoi, les plantes. J'habite donc à Chalencon, un petit village dans le sud de la Drôme qui compte 60 habitants. Donc je suis agricultrice depuis 16 ans. J'ai une famille avec 4 enfants, un mari tailleur de pierre. Voilà. J'habite ici dans la Drôme depuis quelques années. Avant ça, j'étais au Mexique où j'ai eu ma rencontre avec les plantes magiques, les premières qui étaient pour tout le travail énergétique de l'homme, ensuite les psychotropiques et ensuite les plantes médicinales. Donc j'ai pas mal voyagé dans tout ça. Alors en cueillette, on a la lavande fine sauvage, donc c'est vraiment la lavande, ce qu'on appelle la lavandula angustifolia, donc la lavande qui est propre au terroir, qui moi est celle qui m'intéresse le plus au niveau thérapeutique, au niveau des propriétés. C'est vraiment le must, je trouve, de la lavande. C'est vraiment une plante qui est très polyvalente et moi je trouve que c'est vraiment une des huiles essentielles qu'on doit avoir dans la trousse de secours parce qu'elle est utilisable pour tous les petits maux de la vie. MAUX, donc notamment pour les petits bobos comme anti-infectieux, donc si on se fait des petites plaies, des piqûres de moustiques, des piqûres d'insectes divers et variés. Après pour les débuts de rhume, alors vraiment aux prémices des rhumes, quand on commence à avoir un peu le nez qui coule, un début de bouton de fièvre, donc ça c'est assez efficace à ce niveau-là. Et c'est aussi, bon, comme c'est une plante calmante, on peut l'utiliser, ça aide à dormir, ça détend, ça déstresse dans des périodes un peu difficiles de la vie. Voilà. Il y a quelques années, j'ai découvert cet endroit. Il y a une grande richesse botanique. Et puis petit à petit, je me suis installé. Et donc je suis arrivé à ces moyens par le monde des cueilleurs et des cueillettes sauvages. Voilà, donc ici, on est dans un haut lieu de cueillettes sauvages, bien connu de beaucoup, même si ça paraît comme ça un peu à l'abandon. En réalité, il y a beaucoup de choses pour beaucoup de gens qui passent au fil des années. Donc par ici, on va trouver des thym, des lavandes, et puis après, un sans fin de plantes médicinales. Donc la richesse de la Drôme, on peut la voir un peu dans tous les livres, un peu dans toutes les revues, c'est assez réel. Chaque endroit, chaque espace a finalement, un peu comme le vin, va avoir son exposition, son terroir. Donc tout ça, ça nous donne des arômes et des attaques très différentes au niveau des arômes qu'on va obtenir avec les huiles essentielles. Donc c'est la recherche de notes aromatiques, donc une diversité de plantes et puis une diversité de stades de distillation. Alors là c'est très intéressant puisque finalement si la fleur va ouvrir, la fleur ouverte, la fleur où une partie a déjà commencé à se transformer en graines, va avoir des caractéristiques aromatiques très différentes. On va partir de notes très florales, après on va tomber sur les minéraux, le terroir, donc là ça devient même une caractéristique intéressante de comparer des terroirs, même si tout paraît assez pareil, quoi. Il y a des zones où on a de l'argile, ici on n'a que du calcaire, c'est bien noté, bien différent. Et puis pour les stades de floraison bien mûrs, on va retomber sur plus des camphres. Donc là, on revient vraiment à la recherche de la production classique en exploitation agricole, où on va sur des stades de beaucoup de récoltes, avec beaucoup de quantité, et puis ce qui va couvrir la demande pharmaceutique et le marché pharmaceutique actuel. Voilà.
Donc là, la recherche, elle est un peu différente. Et puis, c'est une aventure sans fin. J'ai commencé les premières années à faire tout à pied. Donc, on marche encore un peu vite. Parce qu'il faut les remplir, les alambics. Hein. C'est pas le tout de faire tourner l'alambic vide. Donc, Tu penses à toi, mais tu penses pas qu'à ça, quoi. T'écoutes aussi la plante. J'ai 5 piqûres là, en 6 jours. Du coup, t'es aussi attentif à ce que tu fais. T'as une serpette dans la main, du coup tu peux pas non plus être trop loin, quoi. Du coup tu peux te couper les doigts. Et puis ouais, d'écouter, savoir s'il y a des abeilles dedans. Du coup, t'as tout ça à mélanger dans une boîte crânienne. C'est des pratiques qui se faisaient à l'époque, donc dans les années 60 jusqu'aux années 80, 70 on va dire, plutôt 60, 75, où la lavande était encore un produit complètement naturel et qui était réservé pas aux médecins mais à des parfumeurs. Il faut savoir qu'il y a des parfumeurs de grâce qui avaient des courtiers assermentés pour ça et qui venaient tous les hivers ramasser tous les lots d'essence distillés dans chaque ferme. Mais à l'époque, il y avait encore des paysans partout, ce qui n'existe plus maintenant. Dans les années 60-70, quand la lavande est devenue par les parfumeurs, ils ont réussi à la faire en synthétique. Donc là, le marché s'est un peu effondré. Et là, on a commencé à faire ce que nous, on faisait déjà depuis 10 ans, des essences pour se soigner, avec des naturopathes, avec des iridologues. Ensuite, on a eu un problème dans les années 80 par rapport aux grosses cultures de lavande. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'il n'y avait plus d'alambic pour distiller. On va dire que c'est plus devenu rural ou artisanal, c'est devenu beaucoup plus industriel. Donc ça a demandé des vases beaucoup plus importants, des structures de chauffe plus importantes aussi. Et ça correspond justement à ce moment-là, quand la lavande est devenue synthétique, enfin que les parfumeurs l'ont fabriquée en synthétique, il n'y a plus, le courtage s'est complètement effondré. Donc les paysans sont devenus à la main des distillateurs, qui eux revendaient l'essence directement à des gros parfumeurs, mais il n'y avait plus cette fraternité, on va dire, ou cette confiance entre les courtiers et les paysans. Et après, ça a donné lieu à des spéculations sur l'essence, sur le prix de l'essence, sur le cours de l'essence. J'ai entendu dire, j'ai connu le bonhomme là. C'était monsieur Arnaud, notre voisin où je suis né là-bas. Il faisait 50 kilos d'essence de lavande. Il avait son terrain là-haut, lui. Il cultivait la lavande à la pioche. Il n'avait pas de mulet ni de rien. Il binait les lavandes sauvages. Il faisait 50 kilos d'essence. Il les distillait au village et il descendait tout sur son dos. C'était pas chaque année pareil. Hein. Suivant la pluie, suivant l'époque, au début elle rendait moins, mais en pleine saison, c'était 1 kilo pour 100 kilos. Alors donc, lui il faisait 50, ça fait 5 tonnes ça à descendre, non? C'est 5000 kilos qu'il avait à descendre de là-haut sur son dos. Chaque jour, donc, il devait descendre, je sais pas, peut-être 70 ou 80 kilos de fleurs, quoi. Sur son dos, et ça fait des kilomètres, hein. Voilà, il y a à la descente, là, par le sentier, quoi. Il n'y avait pas de chemin, rien. Mais bon, ils étaient solides, quoi, les entiers. C'était la belle vie.
Et si j'avais à recommencer ma vie, et que j'ai le choix, je la ferais comme je l'ai fait. C'était très dur physiquement, mais on n'avait pas de stress, quoi. Les hommes, ils faisaient la sieste jusqu'à ce que l'ombre de l'écharène arrive à la grosse pierre. C'était l'horloge, ça. Quand l'ombre arrivait là, on partait au travail. Mais les gens, il y en a qui dormaient, il y en a qui discutaient, il y en a qui... Il y avait ce contact, quoi, que maintenant, avec la télé, on ne se voisine plus, quoi. Mais la lavande, c'était une belle récolte, quoi. À la serpette, mais après, c'était les machines. Là, au début, on faisait des gerbes, et puis maintenant, c'est tout automatique, ça n'a plus rien à voir, quoi. Ramasser à la main, et dans d'excellentes conditions, des essences, que ce soit sur la lavande fine ou sur d'autres plantes, tout ce qui est ramassé à la main va donner jusqu'à 20 à 25% de plus d'essence. Et la culture va durer beaucoup plus longtemps. Parce que des lavandes cultivées en rang, bon, elles vont dépérir plus vite, suivant les personnes qui vont couper à la machine. Ça va blesser la plante et ça ne l'attaque pas pareil, quoi. Tu veux dire qu'avec la machine, il n'y a pas le même soin apporté à la plante? Bah, c'est plus pareil, quoi. C'est comme... Mais comme il n'y a plus de main-d'œuvre, le problème est toujours là, c'est que dans les campagnes, il n'y a plus de main-d'œuvre. Donc il n'y a plus le plaisir de travailler non plus. En étant dans le temps, moi, quand j'étais petit, il y avait plein de monde dans les fermes. Maintenant, il n'y a plus personne, il n'y a plus que des machines de partout. Donc les paysans sont tout seuls. Les machines sont devenues indispensables pour la survie du paysan, mais c'est un piège à la fois, parce que ça lui coûte beaucoup plus cher d'entretien, de main-d'œuvre, de coûts comme la masse salariale, ce qu'ils appellent pour les ouvriers. Et c'est un poste très important, c'est ce qu'ils appellent le cheptel mort, c'est les machines dans les exploitations agricoles, et le cheptel vif, c'est tout ce qui est animaux, par exemple. On peut dire que c'est des travaux qui sont complètement, je ne sais pas, en France au jour d'aujourd'hui, sur tout le quart sud-est, on doit être 200 à 250 cueilleurs maximum. Bon, il y a un renouveau par rapport à toute l'écologie et tout le cirque, enfin c'est un peu des couillonnades. Mais bon, tant que ça rapporte et que ça fait marcher les lobbies soi-disant bio et compagnie, ben voilà. C'est aussi le revers de la médaille. Ah les vendeurs, la récolte est bonne? Ouais, ça va. Tranquille. Tout beau, tout bronzé comme on dit. N'empêche que c'est la première fois qu'on finit ce coteau. Là, il y avait de quoi ramasser là. Ça donne ça? Bon, de la grosse touffe là. Et à chaque fois qu'il pleut, elle est un peu grise. Et comme on a eu 3 orages quand même. Mais t'as vu le parfum qu'elle a, ça va? Ça, c'est de la fume, la petite dame. C'est pas du lavandin d'un clown, ça. C'est pas du gros quoi. C'est pas du gros saut, ça. Là-bas, c'est beaucoup plus libre, de par le paysage et puis de ce que tu fais. Du coup, c'est très méditatif. T'es avec tout et rien. Du coup, t'es avec ta plante, t'es avec l'air ambiant, t'écoutes. Ça permet en fait de plus analyser l'instant présent, quoi. Parce que c'est le calme, c'est introspectif. Alors, ça permet de réfléchir à plein de choses. Du coup, oui, en quelque sorte, ouais, ça te rend un peu plus intelligent. Ça te permet en fait de penser, quoi.
C'était les containers que les avions lâchaient avec des armes et de la dynamite dedans. D'accord. Et c'est parce qu'à l'époque, Ah ouais. ils faisaient des feux en triangle. D'accord, ok. Et tous les 400 mètres, ils faisaient une ligne, comme c'était un plateau. Et que d'en haut, ils puissent laisser parachuter leur truc. Parce que là-haut, c'est le Vercors en face là-bas. Ok. C'est là où il y avait le plus de noyaux de résistance de l'époque. Ouais. Mais ici aussi, il y en avait. Ils venaient charger les armes, ils descendaient là-bas au village avec des tombereaux. Même le père Brest, je crois qu'il avait des bœufs. Il en a descendu au voyage avec les bœufs. Des armes? Oui, les armes. Il y avait des armes, de la nourriture, peut-être aussi des colis, des rations individuelles, quoi. Il y avait un peu de tout. Mais surtout de l'armement, quoi. 8 jours de plus et le village est brûlé là, parce que les Allemands avaient su qu'il y avait le parachutage et ils allaient tout détruire et puis faire des rafles comme ils ont fait à Pontet ou ramasser tous les hommes et les envoyer ou les fusiller, je sais pas. Mais bon, moi j'étais gamin à l'époque, hein, j'avais 7 ou 8 ans, 9 ans. Enfin, je me rappelle quand même bien. D'ailleurs, à la maison, mon père était prisonnier. Et j'avais un cousin qui était de la classe 42, qui était venu aider à ma mère. C'était un cousin germain à moi, qui avait 20 ans, qui a eu la classe 42, qui devait partir en Allemagne au travail obligatoire. Et il était camouflé à la maison et il aidait ma mère qui était toute seule, quoi. Alors, c'était une époque assez dure. Moi, gamin, on ne se rend pas compte, quoi. Mais Il faut connaître la montagne, il faut connaître les paysans du cru, il faut respecter les paysans du cru, il faut respecter la montagne, ce qui maintenant n'est plus du tout au goût du jour. Et comme tout est virtuel, les gens ne se rendent pas compte de l'énergie et de la puissance de travail qu'il faut pour arriver à faire des travaux comme ça, complètement manuels, de A à Z, quoi. Et les générations futures, moi j'espère que de plus en plus de personnes seront sensibilisées à tout ce que l'écologie peut amener, tout ce que la nature peut amener, tout en sachant que voilà, c'est une véritable, il faut qu'il y ait une véritable osmose entre l'être humain et la nature et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre et qu'en fait je pense qu'on peut réussir à faire des choses ensemble sans avoir des recherches de profit, etc. Moi c'est pas du tout ce que je recherche, quoi. Moi je recherche vraiment un équilibre de vie, que ce soit pour moi, pour ma famille et puis pour le monde dans sa globalité, quoi. À l'époque, on n'avait pas de besoin. On achetait un paquet de café, du sucre, et puis c'est tout presque, hein. On vivait sur le tas. On engraissait le cochon, on n'achetait pas de viande. La vie, elle était... On n'avait pas de besoin, quoi. Et puis bon, on était courageux, quoi. On faisait tant qu'on pouvait. Mais bon, j'ai pas de regrets. On peut le raconter aux jeunes, mais je sais pas s'ils nous croient, c'est ça. Oh, si. Peut-être. Il y en a même qui font des documentaires.
Et après, le coupeur de lavande s'en va. Il disparaît dans l'image. Il disparaît du champ. Ah, si. Ah, moi je saupoudre, moi. Ouais. C'est magnifique quand même. Lleva tu atención de nuevo a tu corazón por todo el resto de la creación. Por el Sol, los planetas, la Vía Láctea, toda la galaxia. Y con tu visión interior, visualiza un cielo nocturno y ve las estrellas. Permítete sentir plenamente, sentirte uno con el todo, sentirte uno con el cosmos. Y permite que lo que sea que tenga que suceder, suceda. Sin pensamientos, solo permite. Así me siento más vivo. Deja que el papel relaje. Déjame rimar tranquilo. Flujo continuo, burbujas enjauladas, polo ambiguo. Escritos por miradas que no han visto lo distinto de un papiro extinto y un poema pobre. Pobre que prospera, no hay que esperar ese porqué. Porque lo que llena el corazón no solo es sangre, es pasión de alguien que respira versos en el bosque del olvido. Olvida el vaivén que va y viene. Hay quien aún dormido no es testigo de su baile. Hay pensadores grandes que debaten. La existencia no es casual y es que casualmente mi mente y el arte, a causa de la espontaneidad escondida y hundida en el parque, mi punto parte bajo el balancín del péndulo, discípulo de alquimia lengual, igual freestyle para empaparme de rimas. Imaginación esquiva la ilusión, se arriba nuestro sol deriva. El Kibalión dejó su carta hermética bajo este árbol que vio caer la fruta esférica mientras le hablo a sus raíces enraizadas al cordón del afluente universal que sangra letras detrás del trasplante mágico. Aquí no hay carencia, solo hay abundancia hacia cuánticos pálpitos de conciencia. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Ahora intento sin pausa pausar el tiempo que se va en el aire, aunque nadie sienta lo que siento. Oh, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Aún despierto entre masas alcanza el templo que descansa dentro de ti y dentro de mí, así que atento. Son sutiles señales que mueven el cauce mental, portal, dejar que avance el ancestral grito, medito en un sauce en el cual levito y evito que alguien me alcance. ¿Me explico? Todo lo que sube tiene que bajar en algún momento para encajar con el polo opuesto y así emparejar el aura, mente, cuerpo, alma, viento que habla pa' dejar un recuerdo, dibujarme en el medio de un poema sobre animales milenarios, minerales en cristales guardan al guardián de nuestro planeta que demasiado tiempo ha esperado para sanar sus penas. Oh. Aquello que se crea en tu interior y se proyecta es lo que tú atraes. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Ahora intento sin pausa pausar el tiempo que se va en el aire, aunque nadie sienta lo que siento. Oh, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Aún despierto entre masas alcanza el templo que descansa dentro de ti y dentro de mí, así que atento.